Il faut y aller. Aïe. Aïe. Hop. Allez. Aïe. 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 Allez Bernard. Allez Jérôme. Allez. Allez, oui. C'est la partie la plus difficile. Vous voyez le bateau, on a un moment où le bateau est arrêté. Et pour le redémarrer, c'est très difficile pour le redémarrer. Ça y est, il a démarré. Vous êtes sauvés. Le bateau a démarré. Pourquoi Argentat? Parce qu'Argentat c'est le port de Gabarier de la Dordogne et c'est une histoire, c'est l'histoire d'Argentat, l'histoire des Gabariers, l'histoire de la batellerie en général. Donc c'est une histoire très forte, c'était une activité économique principale de la ville d'Argentat et de la région, ça faisait vivre beaucoup de gens. Et la gabarre que vous voyez derrière moi, donc qui est une gabarre historique que la mairie d'Argentat a décidé en 1998 de reconstituer, qui nous permet nous aujourd'hui d'expliquer ce que c'était la batellerie aux touristes mais aussi aux locaux. Une construction un peu différente quand même puisque les gabarres, les courpets ou les argentats descendaient une seule fois. Donc c'était des constructions plus sommaires que celle qui est derrière nous. Celle-là a été construite avec du bois noble, donc tout en chêne, des chênes de nos forêts, construite par un charpentier de marine avec des plans d'époque. Donc nous avons ici tout le feuillet de reconstruction de cette gabarre. Alors notre gabarre, c'est une gabarre, c'est la gabarre authentique qu'on trouve sur la Dordogne, qu'on trouve sur la Haute Dordogne, et elle porte le nom de courpet. C'est un bateau à fond plat qui se déplace à l'aide de quatre rameurs actuellement. La particularité de ce bateau, c'est qu'il ne descendait qu'une seule fois. Il descendait jusque vers Bergerac-les-Bournes, chargé de bois, et à l'arrivée, on vendait le chargement, mais on vendait également le bateau, puisque le bateau ne pouvait pas remonter. Et les gabariers remontaient à pied, c'est-à-dire environ 180 km d'Argentat jusqu'à Bergerac. Alors sur une gabarre comme ça, il y avait le chef gabarier qui tient l'ouguberne, là-bas au bout. Il y avait 2 rameurs. Il y avait un troisième gars ici au bout du bateau qui tenait ce qu'on appelle l'aste, c'est-à-dire une espèce d'une perche pour éviter les écueils. Et il y avait également dans le bateau un jeune mousse qu'on embauchait et dont le rôle était d'écoper, de vider l'eau, puisque vous pensez bien que ce bateau qui ne descendait qu'une seule fois n'était pas très étanche. La promenade que nous allons faire ensemble ne ressemble en rien à celle des gabariers d'antan. À l'époque, il n'y avait pas encore de barrage sur la Dordogne. La Dame Blanche, c'était son petit nom, coulait librement de sa source à l'estuaire. Et en plus, l'été, pas de navigation. Ah non, pas assez d'eau. C'est seulement au début du printemps, quand les neiges fondaient en montagne, ou à l'automne, après des pluies abondantes, comme dans une demi-heure, que les gabarres descendaient. Dans les villages, on guettait le moment où la Dordogne serait navigable. Elle changeait de couleur, elle s'assombrissait. C'était le signe que les eaux étaient devenues marchandes, comme on disait. On avait attendu longtemps, préparer ce voyage qui allait durer quoi? 5, 6, 7 jours à peu près. De Port-les-Orgues à Libourne. Eh oui, on sait quand on part, mais on ne sait pas exactement quand on arrive. Pour vous, c'est la même chose. Attention. Dans 2 bonnes heures, le ventre plein, on retrouvera nos gabarres à 4 roues, nos navettes, heureux d'avoir échappé à la dure vie des gabariers, ou regrettant de n'avoir pas connu. Ça, c'est à voir, ça dépend des gens. Moi, j'ai tellement entendu d'histoires sur la navigation des gabarres que j'ai l'impression de l'avoir fait un jour, ce périlleux voyage. Mais c'est en 1924 que la dernière gabarre marchande a navigué sur la Dordogne. Je ne pouvais pas en être, vous voyez bien. Et vous non plus, restant polis. Alors, il va falloir imaginer.
Le bureau d'enregistrement, le dernier bureau a été fermé en 1926. Mais disons que c'est l'arrivée du chemin de fer qui a fait que le bateau était moins indispensable pour transporter cette marchandise. Enfin, ces marchandises, puisqu'il n'y avait pas que le bois, il y avait aussi un peu de charbon, puisque nous avions des petites mines de charbon. Pas d'un charbon de très grande qualité, mais ce charbon partait aussi. Il y avait des fromages du Cantal aussi qui partaient, il y avait un peu de cuir, enfin, il y avait plein d'autres choses. Alors comme le bois est transporté de la Carassonne, alors, la Carassonne, c'est pour faire des piquets de vigne dans le Bordelais, c'est du châtaignier. Et la Carassonne, par milliers, en fagot de 25 pièces, c'est le piquet pour la vigne en châtaignier. On dit aussi un échalas. Vous savez, quand on dit d'une personne, c'est un grand échalas, hein, un grand type sec et maigre. Eh ben ça vient de là, de ce bout de bois. La Carassonne était assemblée par paquets de 25. Et le chargement était disposé de ce côté. Il y avait un gros chargement de Carassonne. Et également, autre chose, du méringue. Le méringue, c'était tout simplement des planches de chêne, en chêne, alors que là-bas c'était en châtaignier, des planches de chêne dégrossies, brutes, voyez, pour faire des fûts, pour faire des tonneaux dans le Bordelais. À l'arrivée, bien sûr, ce méringue était retravaillé pour faire ce qu'on appelait les douves et les fonsailles dans un tonneau. Le bateau transportait à peu près entre 15 et 20 tonnes de marchandises. Alors vous pensez bien que lorsque le bateau était chargé, il s'enfonçait lourdement dans l'eau, et c'est pour cela qu'il ne pouvait descendre, il ne pouvait naviguer que lorsque l'eau était marchande, lorsque l'eau était très haute. Sarden du Carazim des bords, pas de feignant l'estier ou d'iloya. Filia au per carnaval, cotillonné ou neudatal. Courage et fort à la begogna. Prenton balanche au tameran, lo gabarier de la Dordogne. Prenton balanche au tameran, au tameran, lo gabarier de la Dordogne. Une chanson donc en occitan d'après un poète local qui s'appelait Eusèbe Bombal. C'était une cargaison qui était très très lourde, donc ce qui veut dire lourde, très difficile à manier. C'était une cargaison qui était amenée par l'eau. Les hommes ne servaient qu'à diriger, quoi, et donc à éviter les rochers. Donc, il y avait des passages relativement dangereux. Donc c'était ça le rôle de l'équipage, de diriger le bateau, mais c'était quand même relativement difficile. Alors notre gaffeur, dont on a peu parlé jusqu'à présent, armé de sa longue perche ferrée à l'extrémité, a encore l'occasion de montrer son talent. Repousser de son ferrin les troncs, les branches qui menacent la gabarre, ou éloigner le bateau d'un appui musclé sur un rocher du danger de le heurter. C'est pas un long fleuve tranquille, le voyage à des gabarits, ça comportait des risques, je vous dis aussi bien à l'aller qu'au retour. Le fameux Malpas d'Argentat par exemple, ah ça rigole pas, ça balance, ça plonge, ça tend, l'eau entre par tous les bords. Écope petit, hein, écope. Tout le pays redoutait le dragon, mais il ne s'attaquait qu'aux gabariers. Eux le savaient, et quand ils passaient. Cette forme convient vraiment à toute la famille, ce qui fait qu'on essaie un tout petit peu de toucher tous les publics, de rendre la forme un peu interactive, de faire participer nos passagers un petit peu à l'aventure de ces gabariers pour leur faire revivre cette descente de la Dordogne qui évidemment n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui, elle était beaucoup plus aventureuse et risquée, mais grâce au coup de volant d'Alain et à l'énergie un petit peu théâtrale qu'on essaie d'y mettre sur ces planches qui sont finalement un théâtre
Cette gabarre, ce Courpet, c'est un plus grand et un plus beau théâtre que jamais avec ce décor itinérant dans la nature. Celui-ci se réveilla, sortit de sa caverne. Du haut de ce rocher, il aperçut la gabarre et surtout ses gabariers et plongea vite dans la Dordogne. Magnifique, magnifique. Moi, c'est un petit voyage sympa. Je veux dire que c'est une façon de découvrir la rivière tout à fait agréable, quoi. Surtout qu'on n'a pas cette notion de route, de voiture. On a l'impression un peu de sortir un peu du temps, de se retrouver au temps des gabardiers, en fait. La Saville est cheville du gouvernail. Ce gouvernail mesure 9 mètres de long et il se termine au bout là-bas par ce qu'on appelle une partie plus large, qu'on appelle la plume. Notez entre parenthèses, regardez le gouvernail, regardez le fonctionnement, regardez à quoi sert le gouvernail. Vous voyez, le gouvernail sert uniquement à diriger le bateau. Ici, puisque la carassonne était disposée de ce côté, le meringue était disposé là-bas dessous, et entre les deux, on laissait un passage, et là, on est bloqué en permanence un jeune mousse dont le rôle était tout simplement, toute la journée, de vider l'eau, d'écoper l'eau. Il se servait de ce qu'on appelle l'espoujadour. L'espoujadour, c'est une écope en bois qui servait à vider le bateau. Nos Courpets, qui faisaient le voyage de Spontour jusque dans le Bordelais, ne remontaient jamais. Sens unique, tout le monde descend seulement. Dès l'arrivée au port, le gabarier et son équipage déchargent le bateau et le cassent. Eh oui, on déchire la gabarre. Oh, oh. Ah bah ça doit faire un drôle d'effet tout de même. Ah, mais la gabarre, elle était vendue comme bois de chauffage. Donc on trouvait toujours à la vente, comme bois de chauffage. Alors le bois était divers, varié, c'était ce que les gabariers trouvaient. Alors ça peut être du bouleau, du chêne, quelquefois du chêne, mais très peu parce que le chêne on le gardait pour autre chose. Il y avait du frêne, il y avait tous les bois blancs, beaucoup de bois blancs qui n'avaient pas beaucoup de valeur marchande, comme on dit. Et parce que je vous dis, comme c'était démonté pour soit... Alors il est démonté en planche quand le bois était de bonne qualité, puis le reste était du bois de chauffage. Mais que du bois tout venant, tout ce qu'ils trouvaient. C'était des constructions pour durer que quelques jours finalement. Ah, il fallait en fabriquer beaucoup, mais disons que les gars qui faisaient ça, c'était des pêcheurs, c'était des paysans, c'était des gens du coin, et qui les faisaient à temps perdu. Et lorsqu'une gabarre était fabriquée, ils la coulaient, ils la mettaient dans l'eau. Et lorsque l'eau était marchande, lorsque l'eau était haute, que le bateau pouvait descendre, on sortait le bateau de l'eau avec une paire de bœufs, on le sortait, on chargeait et on partait. Et on descendait jusqu'à Argentat. À Argentat, ici. Alors les gabarres se construisaient finalement toute l'année. Alors il y avait deux types de Courpets, donc il y avait parce que la navigation démarrait en amont d'Argentat, mais c'était des embarcations plus légères ou des embarcations qui n'étaient pas complètement remplies, puisque les rapides étaient plus dangereux en amont, ce qui veut dire que les gabarres qui étaient vraiment complètes partaient d'Argentat. C'est pour ça qu'on a connu, enfin moi j'ai pas connu, mais les quais d'Argentat étaient remplis de marchandises et les gabarres qui partaient d'amont finissaient la cargaison ici. Voilà, donc mais ça commençait en amont, ça commençait vers Spontour. Les gabarres étaient construites à Spontour. Il y en avait aussi à Argentat. À Argentat, ici sur les quais, et on terminait le chargement. Il y avait monsieur le curé qui venait pour bénir les gabariers et ensuite on partait rassuré, pas toujours. Pont de Spontour et jusqu'en Gironde pour se bien remplir entrant à Argentat. Il est bien loin, trop loin ce temps-là. Lâchez, lâchez les amarres, les gabarres sont chargés. C'est le moment du départ
de ce qu'on nommait les gabariers. Ils vont faire un long voyage, village et rivage, salueront d'Auvergne jusqu'en Gascogne, nos gabariers de la Dordogne. Rien que le travail qui avait été fourni pour la construction, ça aurait sûrement mérité un autre prix que le vulgaire prix du bois de chauffage, quoi. Parce que c'était quand même si c'était des constructions sommaires, c'était quand même un gros travail. Et ce qui est caractéristique dans ce bateau, c'est ce qu'on appelle les courbes. Vous les voyez là-bas. Les courbes, ce sont des arbres, des chênes entiers, équarris, avec une branche qui remonte sur le côté pour tenir les bords du bateau. Et le tout était chevillé sur le fond du bateau. Très sympathique, très agréable, c'est passionnant, ça permet de remonter dans le temps et de voir un petit peu ce qui se passait à l'époque, mais c'était très difficile. Alors, a priori, les gabariers remontaient à pied. C'est pour ça que l'aller était très court, ça durait peut-être 4-5 jours, mais la remontée était beaucoup plus longue, durait 3 semaines, voire plus. Alors, avec tous les aléas de la remontée à pied, c'est-à-dire des arrêts plus ou moins prévus ou inopinés, dans des petites auberges. Ils remontaient en principe avec un peu d'argent, donc on était tenté à faire quelques dépenses. Il y avait des mauvaises rencontres, il y avait plein de choses qui faisaient que le voyage était plus ou moins long. Mais c'était un retour, l'aller était risqué, mais je pense que le retour l'était également. C'est ce qui fait aussi cette histoire très riche. Il mettait 15 jours pour remonter et il s'arrêtait, les bourses pleines, oui, et il s'arrêtait dans les auberges. Vous avez en face là-bas, la maison au volet bleu là-bas, et bien c'était l'auberge des gabariers. Les gabariers s'arrêtaient là, dans cette auberge. Vous pensez bien que dans ces arrêts, on faisait la fête, on buvait, on dansait, on faisait beaucoup de choses. Lâchez, lâchez les amarres, les gabarres sont chargés. Ah oui, à refaire. Je conseille aux gens de le faire, ça c'est sûr. C'était le cric au départ, lançait alentour nos gabariers. Mais adieu les voyages, c'est l'âge des parages, s'ils sont un grand bien.